Ils vivaient pas dans le palais le plus luxueux du monde. Ils portaient des robes brodées d'or. Ils dînaient dans de la vaisselle en argent massif. Et pourtant, ils sont morts comme des chiens, pas sur un champ de bataille, pas empoisonnés par un rival. Non, ils ont été assassinés par ceux-là même, censés les sauver, par les meilleurs médecins du royaume, les esprits les plus brillants de leur époque, des hommes en robe noire qui se tenaient au chevet des rois et qui tuaient avec une efficacité terrifiante. Louis XIV lui-même, la duchesse de Bourgogne, le grand dauphin, tous morts entre les mains de leurs propres médecins, saignée mortelle, chirurgie barbare, traitement plus toxique que le poison, des protocoles si absurdes qu'un paysan traité par un guérisseur de village avait plus de chances de survivre qu'un noble à Versailles. Et le pire, ils le savaient, certains suppliaient qu'on arrête, mais personne n'osait désobéir au protocole royal. 5 erreurs médicales, 5 agonies, 5 morts qui révèlent le secret le plus sombre de Versailles. Derrière les miroirs dorés se cachait un cimetière. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités enfouies de l'histoire de France, celles qu'on ne vous a jamais enseignées à l'école, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, entrons dans les couloirs de Versailles, là où la médecine était plus mortelle que la peste. 1er septembre 1715. Versailles. Dans la chambre royale, le silence est si lourd qu'on entend à peine respirer. Louis XIV, le roi Soleil, l'homme le plus puissant d'Europe, gît dans son lit d'apparat. Sa jambe gauche est d'un noir, complètement noir, de la cheville jusqu'à la cuisse. L'odeur est insoutenable, une odeur de chair morte, de pourriture, que même les parfums les plus coûteux du royaume ne parviennent plus à masquer. Autour de lui, 12 médecins, les meilleurs de France, les esprits les plus brillants du royaume, formés à la faculté de médecine de Paris, portant leur robe noire, solennelle, et leur certitude inébranlable. Ils viennent d'appliquer leur dernier traitement, du lait d'ânesse versé directement sur la gangrène, précédé bien sûr de saignées massives pour purifier les humeurs corrompues. Le roi a 77 ans, il agonise depuis 4 semaines, mais ce n'est pas la vieillesse qui le tue, ce sont eux, ses propres médecins, parce que voilà la vérité que l'histoire officielle ne dit pas. Louis XIV, le monarque qui a fait trembler toute l'Europe, l'homme qui a transformé la France en superpuissance absolue, est mort assassiné. Pas par un complot, pas par un poison versé dans l'ombre, non. Il a été tué par l'ignorance déguisée en science, par l'orgueil médical déguisé en devoir. Et il n'est pas le seul. Versailles n'était pas seulement le centre du pouvoir politique français, c'était aussi un laboratoire médical grandeur nature, un lieu où les corps des nobles servaient de terrain d'expérimentation pour une médecine qui se croyait savante, mais restait profondément, terriblement archaïque. Les archives du château révèlent une vérité glaçante. Les journaux intimes des courtisans, les rapports des premiers chirurgiens, les lettres privées des médecins eux-mêmes. Tous ces documents nous montrent la même chose. Plus vous étiez proche du roi, plus vous étiez riche et puissant, plus vous risquiez de mourir entre les mains de vos propres médecins. Parce que ces praticiens, obsédés par les théories antiques de Galien, paralysés par la peur de déplaire au pouvoir, appliquaient des protocoles qui tuaient plus sûrement qu'ils ne guérissaient, des traitements si absurdes, si dangereux, qu'un paysan soigné par un guérisseur de village avait statistiquement plus de chances de survivre à une maladie qu'un duc traité par les meilleurs médecins du royaume. La richesse ne protégeait pas, le prestige ne sauvait pas. Au contraire, l'accès aux soins royaux était une condamnation à mort. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 erreurs médicales qui ont coûté la vie à certains des personnages les plus puissants de France. 5 tragédies qui révèlent l'envers sombre du grand siècle. 5 morts évitables qui nous montrent que même au sommet de la pyramide sociale, même dans les appartements dorés de Versailles, la vie humaine restait
terriblement, cruellement fragile. Et nous commençons avec une femme, une reine, celle qui a partagé le lit de Louis XIV pendant plus de 20 ans, Marie-Thérèse d'Autriche, juillet 1683. Marie-Thérèse a 44 ans. Elle est robuste, en bonne santé générale. Une femme qui a survécu à 6 grossesses, à la vie épuisante de la cour, aux intrigues incessantes de Versailles. Ce jour-là, après un dîner particulièrement copieux, elle se plaint d'une légère fièvre. Rien de grave, un malaise passager. Mais à Versailles, rien n'est jamais simple. Parce qu'elle est la reine, on ne peut pas la laisser se reposer tranquillement. On appelle immédiatement les médecins du roi. Ils arrivent en procession solennelle, examinent la patiente, prennent son pouls, observent sa langue et rendent leur diagnostic avec une assurance absolue. Excès de sang, pléthore sanguine. Les humeurs sont déséquilibrées. Il faut purger, il faut saigner. Marie-Thérèse proteste faiblement. Elle dit qu'elle se sent juste un peu fatiguée, qu'elle voudrait simplement dormir. Mais on ne discute pas avec les médecins royaux. Leur science vient de Galien, de l'Antiquité, de 1500 ans de tradition médicale. Qui est-elle pour remettre en question leur sagesse? On sort les lancettes, les bassins, on découvre son bras, et on commence. Première saignée. On lui retire près d'un demi-litre de sang. La fièvre ne baisse pas. Les médecins se consultent, hochent gravement la tête. Le diagnostic était correct, disent-ils, mais le traitement n'a pas été assez vigoureux. Il faut saigner davantage. Deuxième saignée, 6 heures plus tard, encore un demi-litre. Marie-Thérèse est maintenant très pâle. Elle tremble. Elle dit qu'elle a froid. Les médecins la couvrent de couvertures et ordonnent une 3e saignée pour le lendemain matin. La princesse Palatine, belle-sœur du roi, assiste à toute la scène. Dans son journal, elle écrira plus tard ces mots terribles. On l'a tant saignée qu'elle n'avait plus la force de respirer. Elle disait qu'elle se sentait mourir, mais les médecins assuraient que c'était bon signe, que les mauvaises humeurs sortaient enfin de son corps. 3e saignée, 4e saignée. En 24 heures, on lui a retiré près de 2 litres de sang. Marie-Thérèse n'a plus la force de parler. Ses lèvres sont bleues, son regard est vide. Mais les médecins continuent, parce que le protocole l'exige, parce que la théorie des humeurs le demande, parce qu'on ne peut pas admettre qu'on s'est trompé. Affaiblie au-delà de tout, incapable de résister à quoi que ce soit, Marie-Thérèse développe une infection, probablement une septicémie, une infection du sang. Son corps n'a plus aucune défense, plus aucune force pour combattre. Elle meurt 3 jours plus tard, vidée de son sang, tuée par ceux qui juraient de la soigner, la saigner. Héritée de Galien et pratiquée depuis l'Antiquité, considérée comme un remède universel. Le traitement de base pour presque toutes les maladies. Fièvre, saignée. Infection, saignée. Douleur, saignée. Faiblesse, saignée aussi, pour éliminer le sang corrompu. Mais voilà la vérité. La saignée affaiblissait les patients au moment précis où leur corps avait le plus besoin de force pour combattre l'infection. Elle les déshydratait. Elle réduisait leur capacité à transporter l'oxygène. Elle détruisait leur défense naturelle. En voulant purifier le sang, les médecins condamnaient leurs patients à une mort lente et atroce. Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, est morte d'une simple fièvre digestive. Quelque chose qu'un peu de repos et d'eau fraîche aurait probablement guéri en quelques jours. Mais elle a eu le malheur d'être reine, le malheur d'avoir accès aux meilleurs médecins du royaume, et ce privilège l'a tuée. Avril 1711, 30 ans après la mort de Marie-Thérèse. Versailles n'a rien appris. Les mêmes médecins appliquent les mêmes protocoles, et une nouvelle victime s'apprête à tomber. Mais cette fois, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'héritier direct du trône de France, le grand dauphin, Louis de France, fils unique de Louis XIV. Il a 49 ans. Un homme dans la force de l'âge, robuste, amateur de chasse, passionné de musique. Un homme qui attend depuis des décennies de devenir roi. Son père règne depuis si longtemps que toute la France se demande si le dauphin montera un jour sur le trône. Mais lui patiente. Il sait que son heure viendra.
Ce printemps-là, il contracte la petite vérole, la variole, une maladie redoutable certes, mais pas nécessairement mortelle. Beaucoup de gens en guérissent, avec du repos, de l'eau, des soins simples. Mais le grand dauphin n'aura pas droit à des soins simples. Il va avoir droit au traitement royal complet. Les médecins arrivent immédiatement. Une dizaine, chacun avec sa spécialité, ses théories, ses certitudes. Ils examinent le patient, observent les pustules caractéristiques, hochent gravement la tête. Le diagnostic est sans appel. Petite vérole, stade avancé. Il faut agir vite, il faut agir fort. On sort les fioles, les poudres, les mélanges secrets. Parce qu'à Versailles, on ne traite pas une maladie avec un seul remède. On déploie l'arsenal complet de la pharmacopée royale, un cocktail de substances dont certaines sont franchement toxiques. Premier traitement, l'émétique à base d'antimoine, un poison métallique utilisé pour provoquer des vomissements violents. L'idée, selon la théorie médicale de l'époque, c'est de faire sortir les humeurs corrompues par le haut. Le grand dauphin vomit pendant des heures, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans son estomac, jusqu'à ce qu'il vomisse de la bile pure, du sang même. Mais ce n'est que le début. Deuxième traitement, le quinquina, écorce venue d'Amérique du Sud, considérée comme miraculeuse. En dose raisonnable, elle peut effectivement aider à faire baisser la fièvre. Mais on ne donne pas des doses raisonnables au grand dauphin. On lui en fait ingurgiter des quantités massives, tant et si bien qu'il développe des tremblements, des sueurs froides, des hallucinations. Troisième traitement, la thériaque, cette fameuse potion qui est censée tout guérir. Un mélange contenant de l'opium et des dizaines d'ingrédients douteux. Viande de vipère séchée, poudre de momie, extrait de plantes exotiques. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Mais c'est le remède des rois depuis l'Antiquité romaine. Alors on en donne. Beaucoup. Et bien sûr, les purges. Des purges violentes pour faire sortir les mauvaises humeurs par le bas. Le grand dauphin passe ses journées entre vomissements et diarrhée. Il se déshydrate complètement, perd des kilos en quelques jours. Sa peau se flétrit, ses yeux se creusent. Il ressemble à un cadavre vivant. Saint-Simon, le grand mémorialiste de Versailles, assiste à cette descente aux enfers. Il écrira plus tard dans ses mémoires ces phrases terribles. On lui fit prendre tant de drogue qu'il en devint comme fou. Il criait qu'on l'empoisonnait, et il ne se trompait guère, sinon que c'était par ignorance, et non par malice. Le grand dauphin, dans son délire, arrache ses bandages, repousse les médecins, supplie qu'on le laisse tranquille, qu'on arrête de lui donner ses poisons, mais le protocole médical royal ne peut pas être interrompu. On ne peut pas admettre que les meilleurs médecins de France se trompent. Alors on continue. On le maintient de force. On lui fait avaler les potions. On vide son corps par tous les moyens possibles. 6 jours d'agonie. 6 jours de torture médicale. Le grand dauphin meurt le 30 avril 1711. Officiellement, de la petite vérole. Mais la vérité, c'est qu'il meurt d'une intoxication médicamenteuse aiguë. Son corps n'a pas succombé à la variole. Il a été détruit par les traitements censés le sauver. Et voici l'ironie la plus cruelle. S'il avait été un paysan anonyme dans un village reculé de France, il aurait probablement survécu, parce qu'un paysan n'aurait pas eu accès à tous ces poisons raffinés. On l'aurait laissé au lit avec de l'eau fraîche et du repos. Son corps aurait combattu la maladie naturellement. Il aurait guéri. Mais le grand dauphin était l'héritier du trône. Il avait droit aux meilleurs soins, aux médecins les plus renommés, aux traitements les plus sophistiqués. Et cette sophistication l'a tué. La médecine royale était devenue un piège mortel. Plus on vous soignait, moins vous aviez de chances de survivre. Chaque potion, chaque purge, chaque saignée rapprochait le patient de la mort. Mais personne n'osait le dire. Parce que remettre en question la médecine officielle, c'était remettre en question l'ordre établi. C'était avouer que des siècles de tradition étaient peut-être fondés sur l'erreur. Alors on continuait, on empoisonnait méthodiquement, on vidait les corps de leur sang, de leur fluide, de leur force.
et on appelait ça de la science. Le grand dauphin ne montera jamais sur le trône, son fils non plus d'ailleurs, parce que moins d'un an plus tard, une autre tragédie va frapper Versailles, une tragédie encore plus déchirante, celle d'une jeune femme adorée de toute la cour, celle qui allait devenir la prochaine victime de l'orgueil médical, la duchesse de Bourgogne. Mais avant de raconter son histoire, il faut comprendre quelque chose. Ces morts ne sont pas des accidents isolés, ce ne sont pas des erreurs ponctuelles commises par des médecins incompétents. Non, c'est un système entier qui dysfonctionne, un système où la théorie prime sur l'observation, où le dogme écrase le bon sens, où l'orgueil intellectuel devient plus important que la vie humaine. Les médecins de Versailles n'étaient pas stupides, ils n'étaient pas cruels, ils croyaient sincèrement faire leur devoir. Ils appliquaient les enseignements de la faculté de médecine de Paris. Ils suivaient les textes de Galien et d'Hippocrate. Ils respectaient une tradition médicale vieille de plus de 1000 ans. Mais cette tradition était fausse, complètement fausse. Et chaque jour, elle tuait. Février 1712, moins d'un an après la mort du grand dauphin. Versailles est encore sous le choc. La famille royale porte le deuil. Mais la vie continue. Les courtisans intriguent, les musiciens jouent, les cuisiniers préparent des festins, et dans les appartements royaux, une jeune femme illumine le palais de sa présence. Marie-Adélaïde de Savoie, la duchesse de Bourgogne, 26 ans, belle, vive, intelligente, adorée de toute la cour. Même Louis XIV, le vieux roi austère qui ne sourit presque jamais, s'adoucit en sa présence. Elle est sa belle-fille favorite. Celle qu'il considère presque comme sa propre fille, celle qui apporte de la joie dans ce palais souvent glacial. Son mari vient de mourir, le duc de Bourgogne, fils du grand dauphin, lui aussi victime des médecins, lui aussi détruit par les mêmes traitements absurdes. Marie-Adélaïde est inconsolable, mais elle doit tenir, pour son fils de 2 ans, pour le royaume, pour le roi qui compte sur elle. 6 jours après la mort de son mari, elle tombe malade, une fièvre, des rougeurs sur la peau. Les médecins examinent, consultent et rendent leur diagnostic. Rougeole, une maladie infantile, généralement bénigne chez les adultes en bonne santé. Mais à Versailles, rien n'est jamais bénin, parce qu'on ne va pas laisser la rougeole suivre son cours naturel. On ne va pas laisser le corps de la duchesse combattre l'infection à son rythme. Non, on va appliquer le protocole, le traitement par la chaleur, une théorie médicale selon laquelle il faut faire sortir l'humeur mauvaise par la transpiration. On ferme toutes les fenêtres de sa chambre, on allume des brasiers, on transforme l'appartement en étuve, la température monte, 30 degrés, 35, 40 peut-être. L'air devient irrespirable, lourd, épais. Marie-Adélaïde suffoque. Elle transpire abondamment. Son corps se dessèche. Et surtout, on lui interdit de boire de l'eau. C'est le protocole. L'eau froide est considérée comme dangereuse. Elle pourrait faire rentrer l'humeur malade à l'intérieur du corps. Elle pourrait contrecarrer le traitement. Alors même si la patiente supplie, même si elle meurt de soif dans cette fournaise, on ne lui donne rien, juste quelques gorgées de vin chaud. Quelques cuillerées de bouillon brûlant. On la couvre de couvertures de laine. 3, 4, 5 couvertures, pour qu'elle transpire encore plus, pour que les mauvaises humeurs sortent par tous les pores de sa peau. Son corps devient rouge, brûlant. Elle gémit, elle pleure. Elle tend les mains vers les carafes d'eau qu'elle peut voir à quelques mètres seulement. La princesse palatine, qui assiste impuissante à cette torture, témoignera plus tard. Elle suppliait qu'on lui donne à boire, mais les médecins disaient que l'eau froide la tuerait. C'est la soif qui l'a tuée, et l'on entendait ses gémissements dans tout le palais. Imaginez cette scène, cette jeune femme de 26 ans, en pleine force de l'âge, mourant de déshydratation dans une pièce surchauffée, tandis qu'à quelques mètres seulement, dans les jardins de Versailles, coulent les fontaines les plus spectaculaires d'Europe. Des milliers de litres d'eau fraîche qui jaillissent jour et nuit, mais elle ne peut pas y toucher.
Le protocole l'interdit. Les médecins sont là, autour d'elle, satisfaits, convaincus de faire leur devoir. Ils voient qu'elle transpire abondamment. C'est bon signe, disent-ils. L'humeur malade sort. Le traitement fonctionne. Il faut continuer. Il faut intensifier même. Mais ce qui sort, ce n'est pas l'humeur malade. C'est la vie elle-même. Chaque goutte de sueur que perd Marie-Adélaïde la rapproche de la mort. Son corps se déshydrate. Son sang s'épaissit. Ses organes commencent à défaillir. Son cœur bat de plus en plus vite, essayant désespérément de pomper ce sang devenu trop épais. 3 jours de cette torture. Le 12 février 1712, Marie-Adélaïde de Savoie meurt, officiellement de la rougeole, en réalité de déshydratation aiguë. Les médecins ont transformé une maladie bénigne en condamnation à mort. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant en médecine de première année sait qu'une fièvre nécessite au contraire une hydratation massive, que priver un malade d'eau, c'est le condamner, que surchauffer une pièce où gît un patient fiévreux, c'est accélérer sa mort. C'est la base absolue des soins médicaux, l'évidence même. Mais en 1712, cette évidence n'existait pas. Ou plutôt, elle existait peut-être chez quelques médecins novateurs, chez quelques esprits libres qui osaient remettre en question Galien, mais pas à Versailles, pas à la cour du roi Soleil, où la tradition primait sur l'observation, où le protocole écrasait le bon sens. La mort de Marie-Adélaïde plonge Louis XIV dans un chagrin sans fond. Il vient de perdre son fils, son petit-fils, et maintenant sa belle-fille adorée. En l'espace d'1 an, l'héritier du trône, le successeur de l'héritier, et la femme qui apportait de la lumière dans sa vieillesse, tous morts, tous soignés par les mêmes médecins. Est-ce qu'il commence à comprendre? Est-ce qu'il se demande si ces traitements sont vraiment efficaces? Nous ne le saurons jamais, parce que Louis XIV ne remet pas en question ses médecins, pas encore. Il a trop besoin de croire qu'ils savent ce qu'ils font, que la médecine royale est la meilleure du monde, que ces morts sont des fatalités, pas des erreurs. Il faudra sa propre agonie, 3 ans plus tard, pour qu'enfin la vérité devienne impossible à ignorer. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il reste 2 erreurs médicales à explorer, 2 tragédies qui vont nous montrer que la médecine de Versailles ne se contentait pas de tuer par saignée ou par déshydratation. Elle pouvait aussi torturer, découper, brûler, au nom de la science, au nom du protocole, au nom d'un savoir qui n'en était pas un. Et la prochaine victime va nous faire entrer dans les profondeurs les plus sombres de la chirurgie du XVIIIe siècle. Un monde sans anesthésie, sans antisepsie, sans la moindre notion d'hygiène. Un monde où une simple opération devenait un cauchemar éveillé, où les patients mouraient autant de douleurs que d'infections. Juin 1722. Une femme s'apprête à vivre l'une des pires agonies jamais documentées à Versailles, et elle va nous révéler que parfois, la mort rapide par saignée était presque une miséricorde, comparée à ce que la chirurgie barbare pouvait infliger. Juin 1722, 7 ans après la mort de Louis XIV. Le nouveau règne a commencé. Louis XV n'a que 12 ans. Le régent Philippe d'Orléans gouverne la France. Et dans les appartements du palais vit sa femme, Françoise-Marie de Bourbon, Madame, duchesse d'Orléans, fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan. Elle a 49 ans, une femme de caractère, intelligente, cultivée, habituée aux intrigues de cour. Elle a survécu aux purges familiales, aux complots, aux guerres de succession. Elle pensait avoir traversé le pire, mais elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Ce mois-là, elle découvre une grosseur au sein, un abcès probablement, quelque chose d'assez courant, généralement bénin. Aujourd'hui, on l'aurait traité avec des antibiotiques, peut-être une petite incision sous anesthésie locale, quelques jours de repos. Rien de grave. Mais nous sommes en 1722. L'anesthésie n'existe pas. Les antibiotiques non plus. L'antisepsie est un concept totalement inconnu. Et les chirurgiens de Versailles vont appliquer leur protocole.
un protocole hérité du Moyen Âge, un protocole d'une barbarie absolue. On convoque les chirurgiens. À cette époque, les chirurgiens ne sont pas considérés comme de vrais médecins. Ce sont des artisans, anciennement des barbiers. Ils coupent, ils cousent, ils brûlent. Mais ils n'ont pas le prestige des médecins en robe noire qui diagnostiquent et prescrivent. Pourtant, ce sont eux qui vont opérer madame. Ils examinent l'abcès, discutent. L'infection est localisée, disent-ils. Il faut ouvrir, drainer et surtout cautériser pour empêcher la corruption de se répandre dans le corps. La cautérisation, c'est-à-dire brûler les chairs au fer rouge pour tuer l'infection, selon la théorie de l'époque. Le jour de l'opération arrive. On installe madame sur une table. 6 hommes robustes se tiennent autour d'elle, parce qu'il va falloir la maintenir, de force. Il n'y a pas d'anesthésie, pas de morphine, rien pour atténuer la douleur, juste peut-être un peu de vin fort pour engourdir légèrement les sens. Mais cela ne suffira pas. Loin de là, les chirurgiens ont leurs instruments, des lancettes, des pinces et surtout des fers à cautériser qu'on fait chauffer dans les brasiers jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges, incandescents. L'opération commence. On incise l'abcès, sans anesthésie. Imaginez la douleur. Un couteau qui tranche dans la chair vive. Madame hurle, se débat. Les 6 hommes la maintiennent fermement. On ne peut pas arrêter. Le protocole doit être respecté jusqu'au bout. Mais ce n'est que le début, parce que maintenant, il faut cautériser. On approche le fer rouge, on l'applique directement sur la plaie ouverte. La chair grésille, fume. L'odeur de viande brûlée envahit la pièce. Les hurlements de madame sont si terribles qu'on les entend dans tout le palais. Les courtisans se figent. Certains pleurent, d'autres prient. Et on recommence. Parce qu'il faut cautériser profondément, disent les chirurgiens. Il faut brûler toute trace d'infection. On applique le fer rouge encore et encore. À chaque fois, la même odeur, les mêmes hurlements, la même torture. Madame perd connaissance plusieurs fois. On la ranime avec des sels et on continue. Parce que l'opération n'est pas terminée. On ne peut pas la laisser inachevée. Ce serait pire encore. Combien de temps dure cette torture? Les témoignages parlent de plus d'1 heure. 1 heure de souffrance pure. 1 heure où madame a dû souhaiter mourir sur le champ pour que cela s'arrête enfin. Quand c'est terminé, on la ramène dans son lit. Elle est en état de choc. Son corps tremble de façon incontrôlable. Elle ne peut plus parler, juste gémir faiblement. Les chirurgiens sont satisfaits. L'opération s'est bien passée selon eux. Ils ont fait leur travail. Mais voilà le problème. Les instruments qu'ils ont utilisés n'étaient qu'au pas stériles. Leurs mains non plus. Le concept de microbes, de bactéries, n'existe pas encore. On ne lave pas les instruments entre 2 opérations. On les essuie, tout au plus. Les mains des chirurgiens sont sales. Ils viennent peut-être d'une autre opération, d'une autopsie même. Chaque incision était une porte ouverte aux infections, et cette plaie brûlée, traumatisée, devient un terrain parfait pour les bactéries. Dans les jours qui suivent, madame développe une fièvre, puis des frissons. Sa plaie suppure, dégage une odeur infecte. C'est la septicémie, l'infection du sang. Aujourd'hui, on la traiterait avec des antibiotiques puissants. En quelques jours, elle serait guérie. Mais en 1722, la septicémie est une condamnation à mort, surtout après une telle torture chirurgicale. Le corps de madame n'a plus aucune défense. Il a été traumatisé, brûlé, affaibli au-delà de toute mesure. Elle agonise pendant 8 jours. 8 jours de fièvre intense, de douleurs lancinantes, de plaies qui pourrissent. Son confesseur reste à son chevet. Il recueille ses dernières paroles, des paroles que les archives ont conservées. Je pardonne à ceux qui m'ont fait souffrir ainsi, car ils croyaient bien faire, mais que Dieu ait pitié de leur ignorance. Même dans son agonie, même après avoir vécu l'enfer sur terre, madame trouve la force de pardonner. Elle comprend que ces tortionnaires n'étaient pas cruels, ils étaient ignorants. Ils appliquaient ce qu'on leur avait enseigné. Ils suivaient
les protocoles de la faculté de médecine. Mais cette ignorance était mortelle. Cette bonne foi était un poison. Ses intentions pures pavaient le chemin de l'enfer. Françoise Marie de Bourbon meurt le 30 juin 1722, officiellement d'une infection suite à une intervention chirurgicale. En réalité, torturée à mort par une médecine qui se croyait savante, mais restait profondément barbare. Et voilà ce que révèle son histoire. La chirurgie du XVIIIe siècle n'était pas seulement inefficace, elle était une forme de torture légalisée. Les patients n'avaient aucun moyen d'échapper à la douleur, aucun soulagement possible, juste la souffrance absolue, suivie bien souvent par la mort. Les chirurgiens de Versailles étaient considérés comme des artistes, des virtuoses du scalpel. Certains se vantaient de pouvoir amputer une jambe en moins de 3 minutes. Plus c'était rapide, mieux c'était, parce que la douleur durait moins longtemps. Mais même les plus rapides, même les plus habiles, ne pouvaient rien contre l'infection, parce qu'ils opéraient dans des conditions d'hygiène épouvantables, instruments souillés, mains sales, pas de désinfection, pas de stérilisation. Chaque opération était une loterie, et le plus souvent, on perdait. Il nous reste une dernière erreur à explorer, la plus symbolique, la plus tragique, celle du roi Soleil lui-même, celle qui va enfin révéler toute l'absurdité mortelle de la médecine de Versailles. Nous revenons maintenant à la scène d'ouverture. 1er septembre 1715, la chambre royale de Versailles. Louis XIV agonise. Sa jambe est noire de la cheville à la cuisse. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 4 semaines en arrière. 10 août 1715. Le roi a 77 ans, un âge vénérable pour l'époque. Il a régné pendant 72 ans, le règne le plus long de l'histoire de France. Il a survécu à ses fils, à ses petits-fils, à presque tous ses contemporains. Il a vu mourir une génération entière. Et maintenant, c'est son tour. Ce jour-là, il se plaint de douleur à la jambe gauche. Rien de grave au début, juste une gêne, une lourdeur. On appelle les médecins. Ils examinent et découvrent quelques taches noires sur la peau. Petites, localisées, mais inquiétantes. C'est le début d'une gangrène, probablement causée par le diabète, même si ce diagnostic n'existe pas encore sous cette forme. Le sang du roi ne circule plus correctement. Les tissus commencent à mourir et l'infection s'installe. Aujourd'hui, face à une gangrène débutante, la décision serait immédiate. Amputation, c'est radical, mais c'est la seule solution pour arrêter la progression. On coupe la partie infectée avant qu'elle ne contamine le reste du corps. Le patient perd sa jambe, mais il garde sa vie. Les médecins de Louis XIV le savent. Ils connaissent l'amputation. Elle est pratiquée depuis l'Antiquité. Sur les champs de bataille, les chirurgiens militaires amputent régulièrement pour sauver des soldats blessés. C'est une technique éprouvée, douloureuse certes, traumatisante, mais efficace. Mais voilà le problème. On ne mutile pas le corps sacré du roi. Louis XIV n'est pas un simple mortel. Il est le représentant de Dieu sur terre, le roi Soleil, le monarque absolu. Son corps est symbolique, politique, presque religieux. L'amputer serait une forme de sacrilège. Alors les médecins décident d'essayer autre chose. Des traitements conservateurs, des remèdes qui vont guérir la gangrène sans toucher au corps royal. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent, ce qu'ils veulent croire. On commence par les cataplasmes, du lait d'ânesse appliqué directement sur les taches noires. Pourquoi du lait d'ânesse ? Parce que la tradition dit que c'est purificateur, qu'il chasse les humeurs corrompues. Aucune base scientifique, juste une croyance héritée de l'Antiquité. Évidemment, cela ne fonctionne pas. La gangrène continue de progresser. 15 août, elle atteint maintenant le mollet. Les taches noires s'étendent. L'odeur devient plus forte, plus âcre. Une odeur de mort qui commence à envahir les appartements royaux. On essaie le vin chaud. On en verse sur la jambe. On masse doucement. Toujours rien.
La gangrène progresse inexorablement. 20 août, elle arrive au genou. La jambe enfle, devient violacée. La peau se craquelle par endroits. Les médecins se réunissent, discutent longuement. Ils savent qu'il faudrait amputer, mais personne n'ose le proposer officiellement, parce que celui qui suggérera de couper la jambe du roi sera celui qui portera la responsabilité de cette mutilation. Et si le roi meurt quand même après l'amputation, ce médecin sera accusé d'avoir profané le corps royal. Sa carrière sera détruite, sa vie peut être en danger. Alors on continue avec les traitements absurdes. La thériaque, cette potion miraculeuse censée tout guérir. On en applique, on en fait boire aussi, des quantités importantes. Le roi commence à avoir des hallucinations légères, des vertiges, mais la gangrène continue. Et bien sûr, les saignées. Parce qu'à Versailles, face à n'importe quel problème, on saigne, on retire du sang pour purifier les humeurs. Même quand le patient a 77 ans, même quand son corps est déjà affaibli par l'infection. On saigne quand même. 25 août, la gangrène atteint la cuisse. Louis XIV sent la mort approcher. Il est lucide. Il a vu assez de mourants dans sa vie pour reconnaître les signes. Il sait que ses médecins ont échoué, mais il ne leur en veut pas. Pas ouvertement du moins. Le journal de Dangeau, un courtisan qui note méticuleusement tout ce qui se passe à Versailles, rapporte cette phrase terrible. La jambe du roi sent si mauvais qu'on ne peut approcher sans se couvrir le nez. Saint-Simon, toujours lui, observe la scène avec son œil impitoyable. Il écrit dans ses mémoires. Les médecins se regardaient, l'un l'autre pétrifiés, mais personne n'osait proposer ce qui s'imposait. Et puis, miracle des archives, on a retrouvé une lettre privée du médecin Fagon, écrite à un collègue. Une lettre qu'il n'a jamais eu l'intention de rendre publique. Il y écrit ces mots accablants. Nous savions qu'il fallait couper, mais comment oser trancher la jambe du roi Soleil? Voilà la vérité. Ils savaient, tous, depuis le début. Ils savaient que seule l'amputation pouvait le sauver. Mais ils ont choisi de le laisser mourir, plutôt que de violer l'étiquette, plutôt que de défier le protocole de cour, plutôt que de risquer leur carrière. Louis XIV a été sacrifié sur l'autel de l'orgueil médical et du protocole royal. 1er septembre, la gangrène a maintenant envahi toute la jambe. Elle commence à attaquer le bas-ventre. Le roi sent la fièvre monter. Son corps essaie de combattre l'infection massive, mais c'est peine perdue. La septicémie s'installe. Le poison se répand dans son sang. Louis XIV sait qu'il va mourir. Il congédie la plupart des médecins. À quoi bon maintenant? Il fait venir son arrière-petit-fils. Louis, 5 ans, le futur, Louis XV, l'enfant qui va lui succéder sur le trône. Le vieux roi prend la main du petit garçon et lui dit ces paroles que l'histoire a conservées. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments et pour la guerre. Tâchez de soulager vos peuples, ce que je n'ai pas eu le bonheur de faire. Il ne dit rien sur la médecine, rien sur ses médecins, rien sur cette gangrène qui le dévore vivant. Mais son silence est éloquent. Son corps gangréné est un testament silencieux. Il meurt le 1er septembre 1715 à 8h15 du matin, après 4 semaines d'agonie. 4 semaines pendant lesquelles on aurait pu le sauver. 4 semaines perdues en traitements inutiles, en potions absurdes, en refus obstinés de faire ce qu'il fallait faire. L'autopsie est pratiquée quelques heures après sa mort. Les chirurgiens examinent le corps et leur rapport est sans appel. La gangrène était localisée à la jambe. Elle n'avait pas encore atteint les organes vitaux au moment où elle aurait pu être amputée. L'amputation précoce, pratiquée dans les premiers jours, l'aurait presque certainement sauvée. Louis XIV, le roi Soleil, l'homme qui a fait trembler l'Europe entière, est mort parce que ses médecins ont eu plus peur du protocole que de la mort. Parce que l'étiquette de cour s'est révélée plus forte que la raison médicale. Parce que personne n'a osé dire la vérité. Voilà ce que nous révèlent ces 5 erreurs médicales, ces 5 morts évitables, ces 5 tragédies qui ont frappé les nobles de Versailles.
Marie-Thérèse, vidée de son sang par des saignées absurdes. Le grand dauphin, empoisonné par ses propres remèdes. Marie-Adélaïde, morte de soif, dans un palais entouré de fontaines. Madame, torturée par une chirurgie barbare. Et Louis XIV, sacrifié à l'orgueil et au protocole. Tous auraient pu être sauvés. Tous auraient survécu avec des soins simples, du repos, de l'eau, du bon sens, mais ils ont eu le malheur d'être nobles, le malheur d'avoir accès aux meilleurs médecins du royaume, et ce privilège les a tués.